Bonjour et bienvenue dans notre analyse approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans une étude scientifique assez spécifique. Oui, publié en 2025 dans le Journal of Sports Science and Medicine. Exactement. L'article s'appelle Accentuated Eccentric Loading in Counter-Movement Jumps vs Drop Jumps. Un titre un peu long. Ah oui, souvent les cas en sciences. Effects on Jump Performance and Strength in a Randomized Controlled Trial. C'est de Xingqiu Gu et ses collaborateurs. Voilà. Et notre mission, c'est de décortiquer un peu cette recherche. Elle compare en gros deux méthodes d'entraînement par saut. C'est ça. Le saut avec charge excentrique accentuée, qu'on appelle AELCMG. Et le saut en contrebas, le fameux drop jump ou DJ. L'idée, c'est de voir comment ces deux méthodes améliorent la performance athlétique. Et pourquoi ça nous intéresse? Parce que la puissance explosive des jambes, c'est un peu la base dans énormément de sports, non? Ah oui, clairement. C'est fondamental pour sauter, sprinter, changer de direction. Donc cette étude met face à face deux techniques qui pourraient bien être très efficaces pour développer ça. Alors, prêt? On explore la science derrière le saut. Allons-y. Bon, pour commencer, posons le contexte. Cette fameuse puissance explosive des jambes. Oui, on parle souvent d'avoir de la dynamite dans les jambes. C'est essentiel. On sait que l'entraînement pliométrique, c'est la référence pour ça, surtout pour optimiser le cycle étirement-détente. Exactement. Le SSC, Stretch Shortening Cycle. C'est cette capacité du muscle à, disons, emmagasiner de l'énergie comme un ressort quand il s'étire. La phase excentrique, donc, le DG, où on se laisse tomber d'une hauteur avant de rebondir. Historiquement, on a souvent dit que le DJ était peut-être plus efficace pour la hauteur, pour la puissance. Pourquoi? Probablement parce que la chute crée une phase excentrique plus intense. Ça charge plus le ressort, en quelque sorte. C'est l'idée. Mais il y a un mais. Certaines études ont aussi montré un risque de blessure un peu plus élevé avec les DJ. L'impact, quoi. Logique, et c'est là qu'intervient l'autre méthode, l'AEL-CMG. Oui, l'Accentuated Eccentric Loading appliqué au CMG. L'astuce, c'est d'ajouter du poids, une charge. Des haltères, par exemple. Oui, ou des élastiques. Mais uniquement pendant la descente, la phase excentrique. Et on s'en débarrasse juste avant de sauter. Malin. Et il y avait déjà des études qui suggéraient que ça marchait bien, non, pour améliorer la puissance, même plus que le CMG classique. Tout à fait. Des effets immédiats sur la puissance et des gains à long terme sur la hauteur de saut par rapport au CMG sans charge. Mais, Il restait des questions. oui, est-ce que ça améliore aussi la force maximale, le sprint, l'agilité? Et surtout, la grande question, AEL-CMJ versus DJ, sur plusieurs semaines, ça donne quoi? Est-ce que l'AEL-CMJ peut faire aussi bien que le DJ, mais peut-être avec moins de risques? C'était ça le cœur du problème. Précisément. C'est ce que Guy et son équipe ont voulu clarifier. Donc les objectifs étaient clairs. D'abord, voir si l'AEL-CMJ améliore force, sprint, agilité. En plus de la détente, bien sûr. Oui. Et deuxièmement, comparer directement sur 8 semaines l'ALCMG et le DJ sur toutes ses qualités. Leur hypothèse, c'était que oui, l'ALCMG améliorerait tout ça et que les deux méthodes, ALCMG et DJ, donneraient des gains similaires. Ce qui ferait de l'ALCMG une alternative vraiment intéressante. Exactement. Alors, comment ici sont pris concrètement? La méthodologie. Ils ont utilisé un essai contrôlé randomisé, un RCT. C'est un peu le standard pour ce genre de questions. Solide, donc. Ils ont recruté qui? 40 étudiants masculins, en éducation physique, donc déjà actifs physiquement avec un bon niveau. Âge moyen autour de 22-23 ans. Et la randomisation, c'est la clé. Oui, absolument. Ces 40 participants ont été répartis au hasard dans 3 groupes. Un groupe ALCMG, Un groupe DG et un groupe contrôle. voilà. Le groupe contrôle continuait juste ses activités habituelles. L'idée de la randomisation, c'est d'avoir des groupes comparables au départ. Et ils ont aussi fait un insu simple, c'est ça? Les participants ne savaient pas dans quel groupe d'entraînement ils étaient. Alors, l'étude le mentionne comme ça, mais c'est un peu difficile à imaginer pour ce type d'entraînement très différent. Peut-être qu'ils ne connaissaient pas l'hypothèse exacte ou l'objectif de la comparaison, mais ils savaient forcément s'ils faisaient des DJ ou des CMJ avec Alter, non? Ah oui, bonne remarque. Peut-être que l'insu portait plus sur le fait de savoir quelle méthode était supposée être meilleure. C'est plus probable, oui. Pour éviter les biais liés aux attentes. D'accord. Et l'entraînement lui-même, ça ressemblait à quoi? 3 fois par semaine pendant 8 semaines, toujours supervisé, c'est important. Oui, pour être sûr que c'est bien fait.
Le groupe AEL faisait donc ses CMJ avec des haltères. La charge était calculée pour être optimale pour la puissance de chaque personne. Ah, individualisé. Oui, et il lâchait les haltères juste avant de sauter. Le groupe DJ, lui, sautait depuis une hauteur de caisse, elle aussi optimisée pour la puissance de chacun. Donc, optimisation individuelle des deux côtés. Intéressant. Tout à fait. Et le volume augmentait un peu. 4 séries de 8 sauts les 4 premières semaines, puis 4 séries de 10 sauts les 4 dernières semaines. Avec du repos entre les séries, j'imagine. Oui, 2 minutes de repos. Et le groupe contrôle ne faisait rien de plus. On a vérifié qu'ils ne se mettaient pas à faire du sport à côté. Oui, l'activité physique générale était suivie et restait similaire entre les groupes. C'est crucial pour isoler l'effet de l'entraînement spécifique. Parfait. Et pour mesurer les effets, les tests. Classique. Avant le début, pré-test, après 4 semaines, mi-test, et à la fin des 8 semaines, post-test. Et en mesurer quoi? La hauteur de saut. En CMJ et en squat jump, le SJ, c'est un saut sans contre-mouvement, depuis une position statique. D'accord. Pour évaluer différentes qualités de saut. Exactement. Ensuite, la force maximale au squat, le 1RM, le test de référence pour la force des jambes. Et la vitesse, l'agilité. Oui, temps sur un sprint de 30 mètres, et performance au T-test, un test d'agilité assez standard qui mesure les changements de direction. Et tout ça dans des conditions contrôlées, j'imagine. Oui, protocole strict, bonne fiabilité des mesures. L'étude détaille bien ça. Bon, on a le cadre. Alors, le moment qu'on attend tous. Les résultats. Qu'est-ce que ça a donné après 8 semaines? L'AECMJ a-t-il tenu ses promesses? Y a-t-il eu un chaos? Alors, pas vraiment de chaos, mais des résultats très intéressants. Le point principal, c'est que oui, après 8 semaines, les deux groupes entraînés AECMJ et DJ ont significativement amélioré leur performance. Sur quoi exactement? Sur la hauteur de saut vertical, que ce soit en CMJ ou en SG, et sur la force maximale au squat, le 1RM. Et ce, par rapport à leurs propres mesures de départ, mais surtout par rapport au groupe contrôle, qui lui n'a quasiment pas bougé. D'accord, donc les deux méthodes marchent pour sauter plus haut et être plus fort au squat. Mais est-ce qu'il y en a une qui a mieux marché que l'autre? Et c'est là que c'est frappant. Non. Les gains étaient remarquablement similaires entre les deux groupes pour ces paramètres-là. Vraiment. Pas de différence significative. Non. On parle de gains à 8 semaines, de l'ordre de plus 12% sur le CMJ pour l'AEL, plus 8% pour le DJ. Pour le SJ, c'était un peu l'inverse. Plus 6% AEL, plus 11% DJ. Et pour la force au squat, plus 7% AEL, plus 8% DJ. Les chiffres sont un peu différents, mais statistiquement, c'était pareil. Voilà. Les intervalles de confiance se chevauchaient largement. Le message clé, c'est vraiment la similarité des améliorations entre les deux méthodes, pour la détente verticale et la force. Match nul sur ces points. D'accord, match nul donc. Mais il reste le sprint et l'agilité. Est-ce que devenir meilleur sauteur les a rendus plus rapides ou plus vifs? Eh bien, non. C'est l'autre résultat majeur. Et là, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on aurait pu espérer ou de l'hypothèse initiale. Ah, raconte. Ni l'entraînement AEL-CMJ, ni l'entraînement DG n'ont amélioré de manière statistiquement significative la performance en sprint sur 30 mètres, ni celle en agilité mesurée par le T-test. Zéro amélioration. Il y avait une toute petite tendance à la baisse des temps de sprint, surtout dans le groupe AEL, mais ce n'était pas assez marqué pour être considéré comme un réel effet de l'entraînement par rapport au groupe contrôle. Incroyable. Donc on saute plus haut, on est plus fort, mais on ne court pas plus vite et on ne change pas de direction plus rapidement. C'est exactement ça. Ça souligne vraiment la spécificité de l'entraînement. Être bon en saut vertical ne se transfère pas automatiquement à d'autres qualités. C'est une leçon importante ça. Et il y a un autre point sur le timing qui est assez étonnant. Le test à mi-parcours, à 4 semaines. Oui. À 4 semaines, les chercheurs n'ont observé aucune amélioration significative sur quasiment toutes les mesures de performance, saut, force, sprint, agilité. Ni pour le groupe AIL, ni pour le groupe DJ. Attends, rien du tout? Après un mois d'entraînement 3 fois par semaine? Ça semble fou, non? C'est très surprenant, oui. Quelques petits ajustements techniques sur la façon de sauter, oui, mais pas de gain mesurable en hauteur ou en force. Les vrais progrès ne sont apparus qu'entre la 4e et la 8e semaine. Il faut donc être patient, très patient. Voilà. Ça suggère qu'il y a un certain délai, un certain volume d'entraînement nécessaire avant que les adaptations ne se traduisent en gains de performance nette. Fascinant. Alors, essayons de décrypter tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour un coach, pour un athlète, sur le terrain? Bon, le premier message, c'est que si ton objectif numéro 1, c'est la détente verticale et la force des jambes type squat,
Ce qui est déjà pas mal, hein. Oui, c'est énorme. Eh bien, 8 semaines d'ALCMJ ou de DJ, ça marche. Et ça marche aussi bien l'un que l'autre. Pour des personnes déjà actives en tout cas. Donc on a deux outils efficaces et interchangeables pour ça. C'est ça. Si tu n'as pas le matériel pour l'un ou si un athlète préfère l'autre, tu peux t'attendre à des résultats similaires sur ces aspects-là. Mais comment expliquer que ça donne la même chose alors que le stimulus est différent? Une charge d'un côté, un impact de l'autre. Bonne question. Probablement que les deux méthodes, bien que différentes, stressent suffisamment le système neuromusculaire pour provoquer des adaptations similaires. Meilleure activation des muscles, meilleure coordination. Oui, les adaptations nerveuses sont souvent les premières et les plus importantes. Peut-être aussi des adaptations au niveau du muscle lui-même. Amélioration de la contractilité, qui sait, peut-être même un tout petit peu d'hypertrophie à cause du stress excentrique élevé dans les deux cas. Mais ça, l'étude ne le mesurait pas. Et le fait d'avoir utilisé des charges ou des hauteurs optimales pour la puissance, ça a pu jouer. Ah oui, très probablement. En optimisant l'intensité pour chaque individu dans les deux groupes, ils ont peut-être maximisé le potentiel d'adaptation de chaque méthode, ce qui a pu contribuer à niveler les résultats finaux entre les groupes. D'accord, logique. Mais revenons sur ce qui n'a pas marché. Pourquoi pas de transfert au sprint et à l'agilité? Plusieurs pistes sont évoquées. La plus évidente, le manque de spécificité. Trop vertical, pas assez horizontal. Exactement. Le sprint, c'est avant tout un déplacement horizontal. L'agilité aussi, avec des changements de direction. L'entraînement était focalisé sur le saut vertical. Pour améliorer le sprint, il faudrait sans doute ajouter des exercices pliométriques qui poussent vers l'avant, pas seulement vers le haut. Comme des foulées bondissantes, ce genre de choses. Par exemple, deuxième piste, l'accent mis sur la hauteur maximale du saut. Le sprint et l'agilité dépendent beaucoup de la capacité à produire de la force très rapidement, avec un temps de contact au sol très court. Le fameux cycle étirement détente rapide. Oui, qui sollicite énormément les tendons. Le CMJ et même le DJ, tel qu'entraîné ici, optimisé pour la puissance max, implique un cycle peut-être un peu plus lent, moins axé sur cette réactivité au sol ultra rapide. Du coup, les adaptations ne se transfèrent pas bien. Et pour l'agilité spécifiquement, le T-test, c'est quand même des freinages, des accélérations. Là, une autre hypothèse est le volume d'entraînement. 4 séries de 8 ou 10 sauts 3 fois par semaine, c'est peut-être juste pas assez pour améliorer une qualité complexe comme l'agilité. D'autres études qui ont vu des gains en agilité utilisaient parfois des volumes de sauts plus importants. Il faut la bonne recette, mais aussi la bonne quantité. Voilà, ce n'est pas magique. Et ce délai de 8 semaines, pourquoi rien de visible à 4 semaines? Ça remet en question l'idée de résultats rapides avec la Plio, non? Ça montre surtout qu'il faut du temps pour que les adaptations physiologiques, nerveuses, musculaires, peut-être tendineuses, s'accumulent et deviennent assez importantes pour être mesurées de façon fiable. Les 4 premières semaines, avec un volume un peu plus faible en plus, C'était peut-être juste la phase d'apprentissage moteur, de prise en main de l'exercice. possiblement en partie, oui, ou une phase où les adaptations commencent à se mettre en place, mais ne sont pas encore assez robustes pour faire une différence nette sur la performance globale mesurée. Donc oui, la patience est vraiment une vertu dans ce type d'entraînement. Faut pas s'attendre à des miracles en 3 ou 4 semaines. C'est une leçon d'humilité face à la biologie. D'autres points pratiques à retenir? Oui, un point potentiellement très important, c'est la question de la sécurité. Les auteurs suggèrent que l'ALCGMJ pourrait être une option plus sûre que le DJ. Ah, pourquoi? Même si l'étude n'a pas mesuré les forces d'impact directement, l'idée est que la charge excentrique dans l'AELSCMJ est plus contrôlée. On ajoute des haltères, on les relâche. C'est peut-être moins brutal pour les articulations que l'impact répété d'une chute depuis une certaine hauteur dans le DJ. Surtout si la hauteur est optimisée pour la puissance, elle peut être assez élevée. Exactement. Donc, pour des athlètes qui reviennent de blessures ou des populations plus sensibles aux impacts, l'AELCMJ pourrait offrir des bénéfices similaires avec un profil de risque potentiellement plus faible. C'est une piste très intéressante pour les kinés, les préparateurs physiques. Oui, même si ça reste une hypothèse à confirmer avec des mesures biomécaniques plus précises des contraintes articulaires. Mais c'est une implication pratique majeure. Donc, pour résumer, efficacité similaire pour la détente et la force, mais avantage potentiel de sécurité pour l'AEL-CMG. Et bien sûr, il faut toujours penser aux limites de l'étude. Toujours. Comme on l'a dit, c'était des étudiants en sport, pas forcément des athlètes de haut niveau. La généralisation doit être prudente, la randomisation est bien, mais de petites différences initiales peuvent toujours exister. Et on ne sait pas ce qui se passe à long terme, si on arrête l'entraînement. Non, pas de suivi à long terme. Et on n'a pas mesuré l'intensité réelle de chaque saut pendant les 8 semaines. Ce sont des nuances à garder en tête. Parfait.
Bon, si on devait synthétiser les messages clés de cette étude de Gay et son équipe. Alors, premièrement, AEL-CMJ et DJ sur 8 semaines, c'est efficace et similaire pour améliorer la détente verticale et la force au squat chez des jeunes hommes actifs. Deuxièmement, attention, ça ne suffit pas pour améliorer le sprint ou l'agilité. Il faut plus de spécificité ou de volume pour ça. Troisièmement, patience. Les gains significatifs prennent du temps. Plus de 4 semaines dans ce protocole. Et enfin, l'AEL-CMJ se pose comme une alternative crédible au DJ, avec un avantage potentiel sur le plan de la sécurité. Tout à fait. Et ça ouvre une réflexion intéressante pour la suite, non? C'est-à-dire, Puisque ces deux méthodes ciblent la phase excentrique un peu différemment, l'une avec une surcharge, l'autre avec un impact, comment on pourrait les combiner? Ou les utiliser à différents moments d'une saison? ah oui, genre commencer par l'AEL-CMJ pour construire une base solide de façon plus sûre. Et ensuite, peut-être introduire des DJ plus intenses pour travailler spécifiquement la réactivité, une fois que l'athlète est bien préparé. Ou alterner les méthodes. Voilà. L'idée serait de chercher le meilleur des deux mondes, optimiser la performance sur différentes qualités, tout en gérant le risque de blessure sur le long terme. C'est une question ouverte pour les entraîneurs et les chercheurs. Une belle piste de réflexion à creuser. Absolument. Pour celles et ceux qui voudraient vraiment aller au fond des choses, lire tous les détails, les stats, la biblio. On les encourage vivement à lire l'article original. Ouais. Donc, on rappelle le titre Accentuated Eccentric Loading in Counter-Movement Jumps versus Drop Jumps, Effects on Jump Performance and Strength in a Randomized Controlled Trial par Zen-Kyu Gu et ses collaborateurs, publié dans le Journal of Sports Science and Medicine en 2025. Une lecture intéressante pour les passionnés de préparation physique. Tout à fait. Et n'oubliez pas, si ce genre d'analyse vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne, activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines explorations de sources. Merci de nous avoir écoutés. Merci et à très bientôt pour une nouvelle